Cet épisode 4 met en scène un jeu du chat et de la souris intense, et la fin de l'épisode révèle énormément de choses sur plusieurs personnages. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'épisode 3 de la saison 3 nous a laissé dans une situation tout aussi critique que celle que la série a fait subir à son héroïne lors des 3 premiers épisodes. L'algorithme ordonnait à Camille d'éliminer discrètement Juliette et de faire passer sa mort pour un acte héroïque. Juste après que Lucas Kyle a refait surface, bien vivant, pendant une trentaine de secondes glorieuses, avant de disparaître à nouveau dans la nature. L'épisode 4 reprend alors que Juliette se démène au service médical. Cet épisode est essentiellement une longue course-poursuite, et je dis cela comme un compliment. C'est l'heure la plus nerveuse et la plus haletante que Silo ait proposée depuis un moment. Elle permet enfin aux instincts de Juliette, ceux dont on espérait qu'ils subsistaient quelque part en elle, de s'affirmer véritablement sous la pression. L'épisode s'ouvre alors que Camille met déjà en action le plan du meurtre et de la dissimulation. Elle informe son mari que la procédure judiciaire visant à nommer un maire par intérim doit être lancée, puisqu'il est peu probable que Juliette survive à la nuit. Il s'agit d'un scénario monté de toutes pièces et d'une effroyable machination, comme nous l'avons appris dans les derniers instants de l'épisode 3. Une mort héroïque résout un problème qui tourmentait l'algorithme depuis des mois, signifiant peut-être qu'il ne sera finalement pas nécessaire d'empoisonner tout le réseau de distribution d'eau. Sims propose de se charger lui-même de l'exécution, mais Camille refuse, insistant pour s'en charger personnellement. C'est donc elle qui a décidé de tenir l'oreiller, et les séquences qui suivent ont assurément fait grimper l'intention en flèche. Mais ce que Camille n'avait pas prévu, c'est que Amy, l'infirmière chargée de s'occuper de Juliette, se retourne contre elle au pire moment possible. Amy change de camp et injecte un sédatif à la garde de sécurité postée par Camille. Une confrontation physique très brutale s'ensuit entre les deux femmes. Tout en entraînant Juliette à travers un passage secret qu'elle connaît comme sa poche, Amy avoue qu'elle remplaçait en douce les pilules supprimant la mémoire de Juliette. Et ce, bien avant que cette dernière ne commence à les recracher elle-même. Quelqu'un lui avait demandé de le faire. Elle refuse de dire qui, et Juliette n'a pas non plus l'occasion d'insister. Finalement, Amy détourne elle-même l'équipe de recherche qui cherche Juliette, lui indiquant de se diriger vers la salle des pompes au niveau 76 une fois la voie libre. Elle se laisse ensuite délibérément capturer, aimant à Johnny ainsi qu'aux agents sur l'endroit où se trouve réellement Juliette. C'est un acte de grand courage dans un épisode qui n'en manque pas, et j'espère vraiment que ce n'est pas la dernière fois qu'on la voit. Daniel et Hélène passent la majeure partie de cet épisode sous l'effet d'une poussée d'adrénaline, après avoir appris que Steve, leur contact à l'entrepôt, a, en quelque sorte, disparu. Craignant d'être surveillé ou traqué, une menace soulignée sans grande subtilité par le titre de l'épisode, ainsi que par une réplique clé de Hélène qui dit à Daniel de ne surtout pas rentrer chez lui, il se réfugie pour la nuit dans l'appartement de Palmer, l'ex-compagnon de Hélène. Cette situation donne lieu à quelques scènes amusantes et empreintes d'un charme discret, où l'on voit ces deux personnages effrayés se chamailler au sujet de beignets et d'une location de monospace. J'ai adoré cette petite touche de légèreté, compte tenu de tout ce qui se passe par ailleurs à ce stade de l'épisode. Leur seule véritable piste est une partie d'échecs que Steve disputait juste avant de disparaître. Une partie où il a inexplicablement gâché une position gagnante en exposant son propre roi. C'est Hélène qui comprend qu'il ne s'agissait pas d'une simple négligence. Tous deux parviennent alors à trouver la fin du pseudonyme de son adversaire, quelque chose comme Bigfoot Lives. C'est une petite intrigue secondaire délicieusement geek, et c'est Hélène qui fait preuve de perspicacité comme on pouvait s'y attendre de sa part. Daniel fait appel à un ancien camarade de l'armée, Sam Ramsey, qui travaille désormais dans la cybersécurité au Pentagone. Sam se montre chaleureux et manifestement attaché à Daniel jusqu'au moment où il découvre la nature exacte de la mission qu'on lui confie. Il prend alors peur et se rétracte, invoquant sa famille, son habilitation de sécurité et les risques bien réels qu'il courait personnellement. Mais il finira par changer d'avis, comme nous le verrons. Puis, alors que la piste semble refroidie, l'homme qui l'effilait manifestement depuis un moment se dévoile enfin. Il leur offre un café avant d'exposer l'ampleur de ses moyens de pression. Le vieux scandale de fraude journalistique de Hélène, brandi soit comme une arme capable de briser sa carrière, soit comme un sésame pour réintégrer une véritable rédaction, selon son degré de coopération, et une menace à peine voilée de couper le financement de la thérapie de Charlotte si Daniel continue d'insister. Retrouvés seul à seul après ces menaces, Hélène et Daniel ont un échange haché, inachevé, au cours duquel ils décident de jeter l'éponge et de se séparer. Plus tard, Sam appelle Daniel sur un téléphone jetable. Lui non plus n'a pas réussi à lâcher l'affaire et a découvert quelque chose qu'aucun des deux ne pourra croire. On ne sait pas encore de quoi il s'agit, un sacré cliffhanger dans le bon sens du terme. Le complot derrière tout ça devient de plus en plus profond.
Cette semaine, le shérif Billings mène sa propre enquête à la morgue. Il demande au médecin légiste de confirmer que la mort de Orla Kent a été causée par le poison utilisé pour la fumigation de la mine, s'attendant à une simple formalité administrative. Mais il découvre au contraire que ses poumons étaient parfaitement sains. Elle avait reçu un coup à l'arrière du crâne porté par un objet strié, probablement une barre d'armature, plusieurs jours avant la découverte de son corps. Celui-ci avait ensuite été déplacé dans une galerie condamnée, précisément pour éviter qu'on ne le trouve immédiatement. C'est un revirement très inquiétant, car nous savons désormais que Orla n'a pas du tout péri à cause de la fumigation. Elle a été assassinée, et quelqu'un a tout mis en œuvre pour faire passer sa mort pour un accident. J'ai le sentiment qu'elle a découvert quelque chose, une vérité cachée, comme c'est souvent le cas dans le silo. Mais laquelle? La visite de suivi de Paul aux fournitures ne permet pas tant d'y voir plus clair que de multiplier le nombre de suspects. Carla McLean, la responsable des fournitures, est introuvable. À la place, Paul tombe sur deux personnes ayant des raisons d'en vouloir à Orla. Mac Davidson, l'ancien petit ami de Orla, qui semble étrangement indifférent à sa disparition. Et Glenda Harwood, l'ancienne ombre de Carla, évincée de son poste au profit de Orla, qui, par ailleurs, a également fréquenté Mike. D'ailleurs, Glenda récupère son poste aux fournitures. Glenda est la fille de Ed Harwood, le responsable des mines, ce qui relie discrètement une nouvelle piste aux mines. Mais il doit y avoir un lien avec les fournitures. Mais j'ai quand même un peu l'impression que ça va faire un gros pchit à un moment. En tout cas, personne ne dit toute la vérité à Paul, et j'ai même l'impression que Billings est complètement perdu. Shirley et Juliette descendent vers la fosse. En chemin, elles sont aidées par Knox et par Ossie, un employé des machines nerveux qui accepte de faire diversion auprès de quiconque viendrait les chercher, en prétextant un problème de poulie bloquée. Durant le trajet, Juliette partage un moment de calme et de tendresse avec Shirley. Elle confie que, malgré les effets des drogues sur son esprit, un sentiment a persisté concernant Knox. L'impression qu'ils ne s'entendaient pas bien, ce que Shirley confirme. Quant à Shirley, Juliette avoue avoir ressenti une telle intensité qu'elle aurait tué quiconque aurait tenté de s'en prendre à elle. C'est un bref aperçu de l'ancienne Juliette qui refait surface, un aveu livré avec une pointe de gêne que l'on adore. Par ailleurs, Lucas, retenu par les sorteurs, finit par révéler à Kennedy sa destination exacte. La fosse. Ils acceptent tout de même de l'aider à s'y rendre en empruntant un chemin dont on nous dit qu'il ne plaira pas à Lucas. De retour devant la porte scellée menant à la fosse, Juliette et Shirley découvrent ce qui ressemble à un loquet, au-delà d'une barrière que Walker jurait avoir condamnée pour de bon. Avant qu'elle ne puisse aller plus loin, on frappe à la porte extérieure. Shirley s'éloigne pour voir de qui il s'agit, laissant Juliette seule à l'intérieur. C'est alors que l'épisode nous assène un coup de poing final. Une toux dans l'obscurité, une voix rauque qui prononce son nom, puis une révélation que j'avais absolument vu venir depuis le premier épisode. Allongé dans un lit, brûlé mais bien vivant, se trouve Bernard. L'épisode 1 avait affirmé sans détour qu'il était mort dans l'incinérateur, avant d'entrevoir une scène où Sims l'avait asphyxié par la suite. Il s'avère que c'était bien un mensonge. Lorsque la saison 2 s'est achevée sur Juliette et Bernard piégés dans l'incinérateur, on pouvait aisément imaginer que la série consacrerait une bonne partie de la saison suivante aux conséquences inévitables de cet événement. La survie de Juliette, grâce à cette précieuse combinaison de pompiers, a été assombrie par l'amnésie que lui a imposée Camille. Toutefois, l'absence totale de Bernard a indéniablement marqué les esprits jusqu'ici, privant l'intrigue d'un personnage qui en savait bien plus qu'il ne laissait paraître et nous privant d'un personnage incroyable. Mais peut-être que rien ne vaut, plus encore que la chute gratifiante d'un antagoniste, l'idée de le contraindre à vivre avec les répercussions de ses actes. C'est précisément la voie que semble emprunter la saison 3. S'il faudra attendre de voir quel rôle exact Bernard jouera désormais, sa réapparition dans la fosse constitue un indice de taille. Sachant que la dernière image que nous avions de Bernard le montrait enfermé dans un sac mortuaire par Robert Sims après l'accident, Sims semblant alors l'étouffer jusqu'à la mort, il est logique de supposer que ce dernier a orchestré la mise en scène de son décès. Seuls nos héros connaissent l'existence de ce lieu secret. Il est donc tout aussi probable que les anciennes allées de Juliette l'y aient gardé en sécurité depuis tout ce temps. Alors, que nous réserve la suite? Peut-être un changement d'allégeance soudain, ou bien Bernard devrait-il enfin répondre de ses méfaits? Quoi qu'il en soit, le retour de Bernard promet d'être un régal. Bien entendu, maintenant que Bernard est de retour, bien que marqué par de lourdes cicatrices et une voix enrouée, notre attention doit se porter sur les circonstances de sa réapparition. L'épisode 5 devra manifestement apporter des éclaircissements, mais suffisamment d'indices ont été semés pour nous amener à nous interroger sur un tout autre personnage. Robert Sims, l'ancien bras droit et homme de main de Bernard, avait eu, on s'en souvient, des divergences d'opinion avec son patron vers la fin de la saison 2. C'est pourquoi il était si facile de croire que Sims l'avait tué et placé dans un sac mortuaire, comme le laissait entendre le premier épisode de la saison 3. Pourtant, seul Sims disposait des moyens et de l'occasion de soustraire Bernard au regard indiscret, et nous sommes désormais en droit de nous demander si un nouveau rebondissement se profile. Sims est-il sur le point de passer dans le camp
des gentils. C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais les éléments à notre disposition sont convaincants. Nous avons vu Sims désapprouver les extrémités auxquelles sa femme, Camille, est prête à recourir pour sauver le silo du dernier recours. Qu'il s'agisse d'administrer à Juliette ses pilules effaçant la mémoire ou de menacer d'en faire autant pour l'ensemble de la population. Sims a maintes fois prouvé à quel point il tient à protéger leur fils, Anthony. Si Camille veille également sur lui à sa manière, cette situation pourrait-elle marquer une rupture majeure entre le couple? La perspective que Anthony oublie jusqu'à l'existence de ses parents est profondément angoissante. Peut-être s'allier au groupe de rebelles de Juliette et même utiliser Bernard pour servir leur cause constitue-t-il l'ultime carte que Sims peut jouer? Au sein du silo 18, Bernard, Juliette et Lucas Kyle sont les 3 seuls personnages à connaître la vérité sur la procédure du dernier recours. Comme Bernard est le seul personnage que Juliette a rencontré après son entrée dans le silo 18 à la fin de la saison 2, lui seul sait qu'elle a trouvé un moyen de sauver le silo de cette procédure. Par conséquent, seul Bernard est en mesure de l'aider à se remémorer ce qu'elle savait. Juliette a déjà cessé de prendre les médicaments provoquant l'amnésie et commence à retrouver des bribes de son passé. Après avoir discuté avec Bernard, elle pourrait potentiellement se rappeler presque tout ce qu'elle a vécu depuis son départ du silo 18 à la fin de la saison 1. Cela lui permettrait de trouver un moyen de sauver son silo avant qu'il ne soit trop tard, et potentiellement d'arrêter la procédure du dernier recours au cours de la saison 3. L'épisode 5 s'intitule Mémoire, ce qui veut dire que ce sera l'épisode le plus important avant une deuxième partie de saison incroyable. Ça fait extrêmement plaisir de voir Bernard de retour dans la série, car franchement, il manquait à la série. L'épisode 5 va être vraiment important, c'est celui de la mid-saison, et il va être vraiment important pour que Juliette retrouve enfin la mémoire. À la fin de l'épisode, elle va se rappeler, c'est sûr, du dernier recours, de comment l'arrêter, mais surtout de Solo dans son silo. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï.